quelques temps, l'intelligence artificielle est devenue un sujet incontournable. Depuis que le grand public a découvert ChatGPT, l'émerveillement, la crainte, la méfiance et l'euphorie se mélangent quand on se rend compte que l'outil nous offre des possibilités très nombreuses. Alors, tu sais que tout le monde n'est pas forcément d'accord avec toi, puisque l'ancienne présidente du CNIL, Madame Falk-Pirotin, nous avait gratifié de sa pensée en nous disant que l'intelligence artificielle est le plus grand mythe de notre temps. Donc visiblement, certaines personnes ne comprennent pas. Bon, mais c'était en 2017, donc aujourd'hui, on peut considérer que c'est pardonnable. Mais plus généralement, quand on écoute les journalistes, quand on lit les articles de journaux, eh bien on se rend compte que soit les informations sont approximatives, soit elles sont totalement fausses. Alors, du coup, ce n'est pas étonnant qu'il y ait une certaine méfiance vis-à-vis des IA. Les juristes disent qu'on peut les encadrer, les hommes politiques disent qu'il faut surveiller leur développement, et pendant ce temps, Elon Musk nous dit tour à tour qu'avec les IA, on invoque un démon, et qu'en même temps, grâce aux IA, on arrive à une ère d'abondance. Alors en réalité, avant de parler d'IA, de catastrophe, il faut déjà définir ce que les IA ne font pas. La première chose, contrairement à une idée reçue, eh bien les IA n'utilisent pas Internet. Quand on vous parle de ChatGPT, on vous parle de soi-disant de recherche, d'informations trouées. Non, ChatGPT fonctionne de lui-même, et si vous l'installiez sur votre ordinateur, eh bien vous pourriez tenir une conversation dans le désert, il n'y aurait aucun problème. Ça c'est la première chose. La deuxième, c'est que eh bien, les IA n'ont pas la notion de vrai et de faux. Elles génèrent ce qui semble cohérent, ce qui semble plausible. Et donc une information plausible n'est pas forcément vraie. Si je prends ChatGPT il y a un an et que si je lui demandais à l'époque qui est le gagnant de la Coupe du Monde 2022, eh bien l'IA me répondait systématiquement la France. Non pas parce qu'elle croyait que c'était la France, mais parce que c'est ce qui était le plus plausible, car ces données s'arrêtaient en 2021. Donc il faut en permanence réentraîner les modèles pour justement leur faire intégrer de nouvelles données. Enfin, dernière chose, on nous dit souvent que les IA utilisent des bases de données pour répondre aux questions. Alors en réalité, c'est totalement faux. Les IA sont des IA génératives, c'est-à-dire que lorsqu'elles génèrent quelque chose qui existe déjà, eh bien tout simplement, elle fait du hasard. Donc, elles génèrent des choses plausibles, pas forcément vraies, et il n'y a pas de copie, il n'y a pas de perroquet. D'ailleurs, on dit souvent que les IA ont tendance à être discriminantes ou en tout cas à être un peu racistes, hein, mais on oublie que tout dépend de la qualité des données ou en tout cas de la qualité de l'entraînement. Si une IA a été entraînée avec des données, on va dire, correctes, il y a de fortes chances pour que les prédictions le soient aussi. Alors en réalité, pour entraîner une IA, il faut trois choses. Il faut premièrement un modèle, une fonction mathématique qui prend des données, effectue un ensemble de calculs et renvoie un résultat. Il nous faut des données, alors des données qu'on va annoter manuellement par exemple. Je prends des photos de chiens, des photos de chats, je dis qu'il y a un chien, il y a un chat, c'est de la notation. Je peux aussi créer de la notation tout seul, en prenant du texte, en enlevant des mots, en demandant à mon IA de me compléter les trous. Enfin, le dernier élément nécessaire pour l'entraînement d'une IA, eh bien, c'est du temps et de l'argent, puisque l'entraînement d'une IA prend généralement plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc on est sur des budgets de plusieurs millions d'euros pour l'entraînement d'une seule IA, sachant qu'il faut le faire plusieurs fois pour obtenir quelque chose de correct. Alors là aussi, on a tendance à sous-estimer ce coût financier et énergétique hein, à l'ère de l'écologie. Pour te donner un exemple, hein, récemment j'ai lu une citation de Bruno Le Maire qui nous disait que la France avait investi 1,5 milliard d'euros dans le développement des IA sur une période de 5 ans. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Google, Microsoft et Facebook investissent cette somme-là quasiment tous les mois. Donc la somme est assez dérisoire hein, pour vous donner une idée à quel point on n'a pas forcément la pleine mesure des dépenses que cela peut engendrer. Alors si je te demandais comment fonctionne un modèle génératif d'image, est-ce que tu serais capable de me... Alors, je connais DALL-E, Midjourney, j'ai déjà utilisé, c'est assez intuitif, hein, mais c'est vrai que je ne connais pas forcément leur fonctionnement. Alors, en fait, le fonctionnement il est extrêmement simple. Une IA générative d'image, elle ne fait qu'une chose, c'est débruiter une image. C'est-à-dire qu'elle prend une bouillie de pixels, elle va effectuer un ensemble d'étapes pour enlever tout le bruit et à la fin générer quelque chose qui a du sens. Donc pour ça, elle va utiliser ce qu'on appelle un prompt ou une instruction, qui est un morceau de texte en réalité, qui va lui donner l'ordre de générer une image. Oui, mais si le modèle ne se contente de débruiter l'image, pourquoi on se méfie? En réalité, si elle est capable de débruiter des bouillies de pixels qui n'ont pas de sens, elle peut le faire pour des bouillies de pixels qui ont du sens. Donc si je prends une image, par exemple je prends une image d'un chien avec une tasse de thé, eh bien je peux dire à mon IA de m'enlever la tasse de thé pour la remplacer par un chat. Ça c'est très facile, ça le fait instantanément, il n'y a pas besoin de Photoshop. Comme je peux aussi m'amuser à remplacer le chien par un arbre. Donc dans ce cas-là, les IA génératives actuelles sont capables de truquer n'importe quelle vidéo de caméra de surveillance. Elles peuvent truquer des photos, elles peuvent déshabiller les gens, et il y a plein d'applications comme ça qui rendent leur utilisation parfois dangereuse. Mais le danger vient de l'utilisateur évidemment. Et quelle est la marge d'amélioration de ces IA? Actuellement? Oui.
Le problème, c'est de supprimer l'utilisateur, oui. C'est une bonne chose. Mais non, plus sérieusement, en fait, de façon générale, quand on parle d'IA, on fait toujours l'association d'IA et robotique. D'accord ? Quand j'entends, oui, on parle de robots, on parle de fin du monde à cause des robots. Il faut savoir que quand on parle d'IA, on ne parle pas de robotique. Un robot, c'est un instrument qui va dans une usine chercher des pièces ou va déplacer des éléments, tandis qu'une IA, ça sert un petit peu de cerveau. Donc lorsqu'on développe une IA, on ne développe pas de robots, mais on peut avoir des robots avec une IA à l'intérieur. Donc si je fais une recherche sur Google Images du terme IA, eh bien, je me retrouve systématiquement avec des images de robots humanoïdes derrière un ordinateur qui, soi-disant, produisent quelque chose. Alors, j'ai fait le test, j'ai demandé à un modèle générateur d'images de me générer un dessin d'IA, et il m'a généré exactement la même chose. C'est-à-dire que cette idée de robot humanoïde derrière un ordinateur est tellement forte que même les modèles générateurs d'images ont cette confusion entre l'IA et la robotique. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine confusion aujourd'hui justement entre la fiction et la réalité? C'est ça le problème, c'est qu'en réalité, on est en permanence perfusé par des œuvres du cinéma. On a Matrix, on peut avoir Terminator, on peut avoir Star Wars, mais surtout, on a les romans d'Asimov qui entretiennent cette espèce de mythe que les machines se soulèveront un jour et qu'on n'a plus rien on a à craindre ce soulèvement. Alors, j'attendais justement que tu parles d'Asimov, parce que il se trouve que plusieurs juristes estiment qu'on pourrait s'inspirer des lois d'Asimov qu'on trouve dans ces romans pour créer des règles de droit. Je vous cite notamment un ouvrage de Frank McRae qui a écrit donc, les lois de la robotique et modèles pour un système juridique et qui nous dit qu'on pourrait s'inspirer de ces lois-là pour créer des règles nous permettant d'éviter une sorte de soulèvement des machines, ou en tout cas pour nous protéger de cette peur que les machines nous échappent. Et tu peux me rappeler la fin de ces bouquins? Alors il faut dire que les lois de la robotique ne fonctionnent pas toujours, et ça se termine toujours de manière un peu apocalyptique. Donc ça ne marche pas forcément. Le problème, c'est qu'on les prend assez au sérieux en tout cas. La Commission européenne, dans une résolution du 12 février 2019, nous a dit qu'il y a lieu de considérer les lois de la robotique d'Asimov comme s'appliquant aux fabricants, aux concepteurs et aux utilisateurs des IA, y compris les IA donc dotées de capacités d'auto-apprentissage. Ce n'est pas beaucoup mieux du côté français non plus, puisque le Conseil d'État a dit dans un rapport de 2017 que le meilleur problème de régler cette peur des IA, ça serait de créer un bouton Asimov, un bouton sur lequel on pourrait appuyer si on sent qu'on est menacé par la rébellion des machines. Bon, évidemment, et Charles est là pour confirmer, ça ne marche pas trop comme ça. Alors oui, c'est sûr qu'il y a une espèce de mythe, il y a une espèce de mélange entre fiction et réalité, et donc les personnes s'imaginent, des juristes notamment ici, s'imaginent qu'il suffit de lire des livres, d'appliquer des règles d'un livre apocalyptique pour finalement arriver à une solution viable. Bon, ça ne fonctionne pas, et malheureusement, comment légiférer dans ce cas-là? Alors, mais est-ce qu'on peut utiliser ChatGPT dans le droit? Alors, depuis tout à l'heure, j'en ai pas parlé, mais déjà, est-ce que tu connais ChatGPT, est-ce que tu m'en parles? Alors oui, ça m'arrive de l'utiliser, je l'avoue, il ne faut pas le dire trop fort, mais j'utilise pour écrire mes mails, pour faire quelques tâches administratives un peu pénibles, et ça marche plutôt bien, je dois dire. Et alors, au niveau confiance, ça va? Pour les tâches simples, comme écrire un mail, ça marche assez bien. Par contre, c'est vrai que si je dois faire des recherches un peu plus poussées dans mon domaine, des recherches jurisprudentielles, ChatGPT a tendance à inventer des choses, à utiliser des exemples complètement loufoques, ou en tout cas à donner des informations qui semblent vraies, mais qui sont complètement erronées. Alors, on appelle ça l'hallucination, et tu sais pourquoi il hallucine, le modèle? Probablement parce qu'elle était mal entraînée ou parce que les données ne sont pas bonnes. Alors, je crois. Tout à l'heure, je te l'ai expliqué. Une IA n'utilise pas Internet. Donc, s'il génère quelque chose, eh bien, il faut que l'information sorte de quelque part. Donc l'IA, quand elle ne sait pas, eh bien, elle va générer des mots. En fait, le fonctionnement de ChatGPT est très simple. ChatGPT prend une suite de mots, une phrase, et va prédire le mot suivant, puis prédire le mot suivant, puis prédire le mot suivant, etc., etc. Donc à la fin, on se retrouve avec des phrases, alors des phrases plausibles, mais la cohérence n'est pas toujours au rendez-vous. Donc le problème des modèles génératifs d'images, c'est que justement, des modèles génératifs de texte, pardon, c'est qu'ils savent générer des choses, mais parfois elles n'ont pas de sens. Donc, est-ce qu'on peut résoudre ce problème-là? Alors, c'est même pas qu'on peut résoudre, on peut déjà voir les cas d'hallucination. Si par exemple je prends une image quelconque, alors là je m'étais amusé à générer des images d'animaux, et je me suis retrouvé avec cette image un petit peu particulière. Alors j'ai vu le chien, j'ai vu la vache derrière, j'ai vu les œufs, et je me suis demandé qu'est-ce qui a amené ce modèle générateur d'images à créer cette image-là. Donc je me suis posé la question, et je me suis dit, si je posais la question à un modèle génératif de texte, peut-être qu'il comprendra du fait de ces données. Alors j'ai posé la question toute simple, je lui ai demandé qu'est-ce qui est plus lourd entre un œuf de chien et un œuf de vache. Donc à partir de cette question-là, je me suis dit, c'est une question fermée, mais il est censé comprendre que la réponse est assez évidente. Alors contre toute attente, il m'a répondu que c'était l'œuf de chien.
Donc j'ai gardé l'œuf de chien et j'ai essayé de comprendre. Je lui ai posé la question, mais attends, pourtant la vache est plus grande que le chien, non? Donc en principe, s'il y a une mauvaise réponse, ce serait plutôt l'œuf de vache. Et il m'a répondu quelque chose d'assez formidable. Il m'a dit que oui, mais comme la vache porte plusieurs œufs à la fois, leur poids est donc plus faible en moyenne. Donc en réalité, une IA qui génère du texte, eh bien, peut avoir un raisonnement qui paraît viable à première vue, mais qui au final ne fonctionne absolument pas. Donc dans l'image, si on donnait ça à ChatGPT vraisemblablement, eh bien, il considérait que l'œuf le plus gros, en tout cas, vient du chien et que le petit œuf vient de la vache. Bah, du coup, est-ce qu'un jour je serais capable d'utiliser ChatGPT pour rédiger mes cours, pour faire des recherches jurisprudentielles, comme je l'ai dit tout à l'heure? Alors actuellement, on est en train de régler ce problème d'hallucination, parce on va croiser la génération avec de la recherche Internet. Par exemple, si j'envoie une requête à ChatGPT, une question, eh bien, il va demander à un autre modèle de faire une recherche sur Internet, de résumer le résultat de la recherche, de lui renvoyer, et à partir de là, il va pouvoir agrémenter ses réponses et donc être à jour, on va dire, sur les informations disponibles. Donc, a priori, ton problème de jurisprudence, bah, il va se régler dans les prochaines années. Enfin, d'ailleurs, je dois dire que certains juristes, en tout cas, sont plus téméraires que d'autres, parce qu'il y a un juge colombien, Manuel Padilla, qui il y a quelques mois a utilisé ChatGPT pour rédiger une décision de justice. Hein. Il n'a prévenu personne, bien évidemment. Et cette décision, figurez-vous qu'elle était plutôt cohérente et nuancée, ce qui peut paraître surprenant. Et t'en penses quoi de cette histoire? Alors, je ne sais pas trop quoi penser. En tout cas, je sais que les juristes s'inquiètent beaucoup du fait que les IA pourraient déshumaniser le droit. Il y a des questions éthiques et morales, bien entendu, hein, qu'on n'a pas le temps d'évoquer. Mais je pense que, de la part du grand public, en tout cas, le principal souci, c'est qu'on n'est pas toujours en mesure de comprendre comment les IA fonctionnent. Alors, ça, c'est quelque chose de très problématique. Alors, il y a deux choses à savoir. Premièrement, on parle souvent d'effet boîte noire, c'est-à-dire qu'on a une IA, on sait qu'elle fait des prédictions, on sait comment elle fonctionne, on sait qu'elle a été entraînée, qu'elle fait des choses, mais la prédiction, on est incapable de l'expliquer. C'est-à-dire qu'une IA, pendant son entraînement, va inventer, va créer des règles totalement abstraites et totalement trop compliquées pour nous, hein, et qu'on est incapable tout simplement d'interpréter. Donc on a une prédiction, on ne sait pas comment l'IA est arrivée à la prédiction, mais en tout cas, on sait que la prédiction est bonne ou mauvaise. Ok. Mais du coup, la question, c'est que l'effet botte noire peut faire peur, mais ce n'est pas si grave que ça. Imaginons les êtres humains. Quand on prend une décision, bah, est-ce qu'on est toujours en mesure d'expliquer les tenants et les aboutissants du choix qu'on va effectuer? D'ailleurs, c'est pareil pour les juges. On oublie souvent, mais les juges restent des humains et ils sont influencés par des facteurs extérieurs, parfois à leur insu. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'un droit on étudie les opinions dissidentes, parce que pour une même affaire, bah, on peut avoir deux juges qui prennent des décisions complètement différentes. Ouais, ouais, oui, c'est. Alors disons que. Ça me semble sceptique. Hein, oui, je suis un peu sceptique, je suis un peu sceptique. Mais disons qu'aujourd'hui, en fait, toute tâche qui est relative au langage ou au texte peut être quasiment automatisée par ChatGPT. Alors évidemment, il faut le temps, il faut rendre les modèles plus perfectibles. Mais aujourd'hui, quand on traite de traduction, quand on traite du traitement médiatique, quand on traite d'images, eh bien, tous ces modèles sont capables en réalité de résoudre ces tâches. Donc, toutes les tâches relatives au texte peuvent être automatisées. Aujourd'hui, quasiment, en tout cas la traduction. Les tâches relatives aux images peuvent être aussi automatisées. Et donc le fait que ChatGPT soit utilisé avec dans le droit, eh bien ça ne m'étonne pas, parce que je le fais moi-même en informatique, puisqu'en informatique on programme, et ChatGPT peut générer du texte, donc il peut générer du code. Donc quand je code personnellement, j'utilise cet outil pour générer le code à ma place. Et je n'ai qu'à vérifier le résultat, et tout fonctionne. Bah, du coup, le problème le plus grave, c'est pas forcément ChatGPT en lui-même ou les IA, mais plutôt les questions de responsabilité. Imaginons par exemple que ChatGPT provoque un dommage ou une IA quelconque. Qui est responsable? Le fabricant, l'ingénieur, l'utilisateur? On n'a pas de réponse actuellement. C'est vrai que pour les voitures autonomes, on a trouvé un semblant de réponse. Hein. Il y a une directive machine de 2006 du Parlement européen qui nous dit que la responsabilité incombe toujours au fabricant. Mais en dehors de cette question très précise des voitures autonomes, bah, si une IA provoque un dommage, bah, on ne sait pas exactement qui est responsable et on a du mal à déterminer. Oui, mais là tu me parles d'un cas vraiment très très spécifique. La voiture autonome, actuellement, nous, ce qu'on s'amuse à faire, c'est générer du texte et générer des pixels. Donc, je veux dire, c'est un cas un petit peu particulier. Il faut savoir que la recherche est tellement fulgurante d'ailleurs sur ces sujets-là, que moi, personnellement, dans un an, je ne sais pas quel sera l'état de la recherche. Donc, toutes les tentatives pour légiférer sur les risques liés aux IA, eh bien, c'est une tâche qui est extrêmement complexe, car on n'est même pas capable d'anticiper l'état de la recherche dans un an. Donc, on se retrouve dans une situation où on veut légiférer sur un problème qu'on ne comprend pas trop, et malheureusement, avec l'avancée de la recherche, eh bien, la résolution de ce problème est il y a toujours un délai, si on veut, et on s'est repoussé à 6 mois, puis à 1 an, puis à 2 ans, et finalement, on n'a jamais de réglementation.
Les ambitions sont assez grandes en tout cas, hein. L'Union européenne prévoit de créer une IA digne de confiance et surtout favorable à l'innovation. Mais c'est parfois difficile de concilier les deux. En tout cas, dans un exemple récent, en juin 2023, on a classé les IA en 3 catégories. Les IA qui représentent un risque inacceptable, donc les IA de surveillance, les IA qui représentent un risque élevé, les IA qui menacent le marché du travail, et les IA à risque limité, donc les IA récréatives. Et il en est où ce projet? Il y a 2 semaines, la France, l'Italie et l'Allemagne se sont opposés au projet parce qu'ils estiment que c'est un frein à l'innovation. Donc il a déjà capoté, à vrai dire. Alors, ouais, en fait, le problème, c'est que le projet, de toute façon, était mort-né, puisque si on parle d'IA de surveillance, bien certains pays ont déjà des IA de surveillance, hein, avec des caméras équipées d'IA. L'année prochaine, au JO, on aura vraisemblablement des drones et des caméras équipées d'IA, donc on viole déjà ce principe-là. Et puis quand on parle d'IA qui aurait un impact négatif sur le marché du travail, il suffit de regarder les entreprises de traduction, regarder les entreprises, les médias, dans la communication, dans le marketing, avec les outils génératifs de texte et d'images, eh bien, on peut licencier très facilement des personnes et les remplacer. Alors, c'est vrai qu'il faut encadrer les IA, c'est indéniable, je pense que tu es d'accord avec moi. Le problème, c'est que la plupart des projets aujourd'hui semblent manquer de clairvoyance ou de pragmatisme. Tu l'as dit à plusieurs reprises, on ne comprend pas toujours les véritables enjeux des IA et elles progressent très vite. Donc, c'est pour ça qu'on est plutôt dans un constat d'échec là-dessus. En fait, il y a un paradoxe, qu'on veut réguler quelque chose, et dans le même temps, on veut accélérer l'innovation sur le sujet. C'est-à-dire qu'il y a des investissements massifs dans l'IA, et on veut que l'IA soit meilleure, s'améliore le plus rapidement possible. Or, c'est contradictoire. C'est-à-dire que plus l'IA s'améliore, plus ça va être difficile de la réglementer, et plus ce sera difficile de la contrôler. Alors au début du sujet, on parlait de confiance. Actuellement, on est dans un état où les gens, globalement la population, est un peu méfiante vis-à-vis des IA, c'est tout à fait normal. Ce sont des nouveaux outils, ils font des erreurs, ils sont perfectibles. Mais avec le temps, avec l'habitude, j'imagine que les gens s'habitueront. Il y aura une certaine confiance qui va apparaître, on va dire. Les gens n'auront plus de problèmes, n'auront plus de complexe de demander à ChatGPT telle ou telle question. Mais lorsque la confiance est poussée trop haut, eh bien, arrive un moment où peut-être que les employeurs considéreront qu'ils ont plus confiance en l'IA qu'envers leurs employés. Et à ce moment-là, eh bien, la confiance se transformera peut-être en résignation. Bon, et sur ces belles paroles, bonne soirée à vous.